Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Suisse pour le salon Le Livre sur les quais. On va parler de l'extraordinaire succès de vos livres, un livre de photographie de vous qui va sortir. On va voir à quel point elles sont extraordinaires. Comment allez-vous d'abord, Très bien. J'arrive du Népal. hein? Vous allez toujours bien. Bon, on essaye. Ça vous arrive de vous lever en vous disant ça va pas? Des fois, on contemple la souffrance du monde et on se dit ça pourrait aller mieux. Le monde comme il va justement, les réfugiés, les guerres en Syrie, en Ukraine, ailleurs. Il y a cette impression un peu de café du commerce. On dit le monde va mal. Vous partagez ça? Le monde va mal, il y a énormément de souffrance. Il risque d'en avoir beaucoup plus avec les dérèglements climatiques. Vous aurez Hein? 200 millions de réfugiés climatiques peut-être. Mais ceci dit, il y a toujours non seulement de l'espoir, ce n'est pas une vision naïve. Globalement, depuis 5 siècles, la violence n'a cessé de diminuer. Vous Il y a- maintenez ça toujours. Vous dites le monde va au total mieux. Écoutez, le risque d'homicide annuel en Europe a Hein, diminué de 100 fois par rapport au XIVe siècle. C'est quand même pas mal. La Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne torture plus les gens sur la place publique, du moins en Suisse et en France. hein. La violence vis-à-vis des enfants a diminué de moitié aux États-Unis en 20 ans. Le nombre de victimes moyennes par conflit, même s'il y a des conflits horribles dans le monde, a diminué globalement. Donc, il y a quand même une prise de conscience de fait qu'on respecte a priori les droits de l'homme, qu'on n'a plus le droit de Hein. faire des choses qu'on faisait couramment auparavant. Mais en même temps, le malheur, la souffrance qui reste, une image a marqué la semaine, c'est l'image de cet enfant syrien sur un rivage de Turquie, de petite Aylan. Il y a rarement eu de façon planétaire une telle émotion. Vous l'avez vu cette photo? Et je l'ai vu il y a 1 heure parce que j'arrive du Népal. Hein. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas en sanglots pendant 10 minutes. Parce que on a l'impression qu'il est presque vivant. C'est un petit enfant tout innocent. Et on se dit, mais pourquoi serait-il la victime de tout finalement cet égoïsme qui fait... Vous savez, il y a 10 000 ans, il y avait 5 millions d'êtres humains sur Terre, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de nation. Si on voulait bouger à cause de catastrophes naturelles, on bougeait. Et tout ça, c'est tellement artificiel d'empêcher les gens d'échapper au danger, d'échapper à la famine. Vous Donc, avez l'œil du photographe. Il y a des photos qui marquent l'histoire, hein. Celle-là, sûr. visiblement, il s'est passé quelque chose dans la conscience. Oui. Pourquoi celle-là? Parce que c'est le symbole de la fragilité de cet enfant qui a l'air presque endormi sur la plage. C'est comme la petite fille au Vietnam qui court toute nue sous les pluies de napalm. C'est comme ce bonze qui s'est immolé au moment de la guerre du Vietnam. C'est comme cet homme qui a arrêté les chars à Tiananmen. Il y a des photos qui symbolisent toute une vision, toute une époque, toute une injustice, toute une oppression et qui parlent. L'univers des réfugiés, c'est un monde, hein, et vous dites ça va aller de plus en plus sur notre terre. Oui, parce que alors, le problème de l'altruisme, c'est que c'est très facile d'être gentil avec les gens qui vous sont chers, mais c'est un défi de penser sincèrement et en profondeur aux générations à venir, parce qu'on Hein. ne sera pas là, ils ne sont pas encore là. Mais le fait que même des économistes très sérieux comme Lord Nicolas Stern a évalué qu'il y aura environ 200 millions de réfugiés climatiques, il y a eu 20 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée, 2 000 sont morts. Imaginez 200 millions de réfugiés climatiques, la moitié du Bangladesh qui vient en Inde, les conflits, la misère, la souffrance. Donc c'est vraiment maintenant, au moment de Paris 2015, c'est plus le moment de tergiverser. Moi, je verrais 1 million de personnes dans la rue à Paris Hein. avant la réunion pour dire c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est l'avenir des générations, c'est l'avenir de la biosphère, faisons quelque chose. Ce drame des réfugiés, il pointe aussi nos ambiguïtés. On voit beaucoup de gens émus, et en même temps, quand on fait des sondages, c'est pas si net, et en même temps, beaucoup se disent on veut pas vraiment plus d'étrangers chez nous, ou en tout cas qui restent pas loin. Vous sentez ces ambiguïtés? Oui, mais ça me paraît aberrant. Moi, je vois que je travaille évidemment de tout mon cœur dans le monde de l'humanitaire. Hein. Là, j'arrive du Népal, je vous disais. Alors, on est d'une association qui n'est ni petite ni très grande, hein, Karuna Setchen, on existe depuis 15 ans, on est une association de terrain. On a réussi à aider 210 000 personnes dans 540 villages, peut-être d'autres grandes organisations. Enfin, en tout cas, on a bien réussi à aider. Donc, il y a à la fois la tragédie et la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Beaucoup disent, vu la démographie en Europe, démographie dans les pays du Sud, il y a une sorte de mouvement de population qui va se faire, hein. Certains s'en félicitent, disant on a besoin de migrants, d'autres qui disent c'est affreux, la population va être en partie remplacée. Il y a un mouvement de civilisation qui se fait. Par exemple, aux États-Unis, le succès des États-Unis, c'est en partie que c'est une population très mélangée. Ouais. Si vous allez à Hong Kong, la moitié des gens sont des immigrants. L'Allemagne en accueille beaucoup.
mais c'est aussi le fait que c'est déclenché par une injustice sociale qui fait que ceux qui causent les réchauffements climatiques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe, Ou qui les émettent guerres. 200 fois plus de CO2 que la Zambie, c'est pas eux qui en souffrent. Et ceux qui en souffrent, c'est pas eux qui sont les causes. Donc en fait, l'augmentation démographique, même s'il y a 10 milliards de personnes, s'il n'y a pas ces changements climatiques qui sont catastrophiques, on pourrait très bien les nourrir. Simplement, il ne faut pas non plus dérégler le climat. Il y a une angoisse occidentale, hein, elle se voit dans cette crise. Vous, vous êtes vraiment entre deux mondes. Vous êtes super occidental par la première formation, hein, Oui, avec sans vos doute. doctorats, avec votre érudition, etc. Et en même temps très oriental. Il y a un déclin de l'Occident, Moi, je me sens un citoyen du monde. hein. Et je ne pense pas qu'il y ait un déclin de l'Occident. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, il y a quand même un progrès dans la justice sociale. Malgré tout, moi, j'étais émerveillé quand j'ai emmené ma mère de 92 ans dans un hôpital en France avec une petite carte en plastique, qu'on l'a traitée admirablement pendant une semaine. Essayez de vous pointer en Chine ou même aux États-Unis. Vous pouvez mourir à la porte d'un hôpital si vous n'avez pas l'argent pour payer à l'avance, vous êtes fichu. On va parler de l'humanitaire que vous évoquiez, de vos photos. Quelques mots sur vous d'abord, au travers de vos photos. Vous publiez à La Martinière ce livre Visage de paix, terre de sérénité. Beaucoup vont découvrir, alors vous avez déjà publié plusieurs livres de photos, hein, mais découvrir à quel point vous êtes aussi photographe. On va passer quelques photos en revue. Elles en disent long sur vos connaissances, sur l'univers dont vous venez, sur le monde himalayen. Alors, première photo, elle date de plusieurs décennies, je crois, et c'était un En retour. 1985, la première fois que je suis allé moi-même au Tibet Hein. avec mon maître spirituel, Gokhen Rinpoché, qui lui retournait après 30 ans d'exil. Et dans cette région-là, ils n'avaient pas vu un seul étranger. Ils pensaient que j'étais indien. Et c'est une photo qui est hors du temps. Parce que si on regarde les habits des gens, du public, ça pourrait être aussi bientôt au Moyen-Âge, sauf qu'il n'y avait pas d'appareil de photo à l'époque. C'est un monde visuel, hein. On va voir sur la photo suivante. C'est là aussi, je crois, le retour que vous faites au Tibet. Enfin, vous travaillez au Tibet. Alors là, c'est tous les moines du monastère qui se précipitent joyeusement pour offrir ces écharpes de cérémonie comme on offrirait des fleurs, mais à 4000 mètres, il n'y a pas de fleurs, Ouais. à ce maître spirituel qui est revenu au pays. La couleur est incroyable. On disait, c'est Ah presque oui, non, mais hollywoodien, hein. c'est comme presque un tableau. Et la brume qu'on voit, c'est pas de la brume, c'est des fumées d'encens qui sont offertes par tous ces moines. Et on voit cette joie, cet empressement. C'est un peu comme si le soleil se levait pour un maître spirituel qui a disparu depuis 30 ans, qui revient. C'est tellement précieux pour eux. Vous veniez d'un monde occidental. Il y avait une séduction esthétique aussi de cet univers-là, de voir ça. Au début, j'ai fait un peu de photos quand j'étais encore à l'Institut Pasteur en tant que scientifique. Je faisais des fleurs, j'avais collaboré avec quelques magazines. Et je suis reparti avec un minimum de matériel. J'avais pratiquement pas de ressources. Je vivais avec l'équivalent de 50 € par mois pendant 15 ans ou 20 ans. Et donc, je photographiais surtout mes maîtres spirituels, puis le monde autour d'eux. Mais peu à peu, justement, en retournant au Tibet, en vivant 10 ans au Bhoutan, en parcourant l'Himalaya, j'étais tellement séduit par la beauté des visages, la beauté des êtres. Même chez des vieillards édentés, il y a une beauté intérieure, la beauté de la nature, que l'idée de... On peut dire c'est naïf, appeler ça visage de paix, terre de sérénité dans un monde qui souffre. Mais en même temps, il ne faut pas perdre confiance dans la nature humaine, parce qu'il y a quelque chose en elle qui est toujours là. Le maître spirituel dont vous parliez, on va voir sa photo, ça compte beaucoup, hein, dans votre monde de bouddhisme tibétain. Le maître, c'est quelque chose. Et hein. oui, parce que c'est l'exemple vivant de qui est au bout du chemin. C'est pas seulement quelqu'un qui vous dit faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. C'est quelqu'un qui vous montre ce que peut être la perfection humaine. Donc vous dites, bah, si c'est possible, je peux peut-être essayer moi-même de marcher sur ses traces. Donc vous passez 10 minutes avec le Dalai Lama, vous l'avez fait. On se dit, voilà quelqu'un qui, en tant qu'être humain, a des qualités extraordinaires. Vos débuts avec un premier maître, c'était pas le même, hein, j'imagine. Oui, non, c'était en 1967. J'ai vécu 7 ans auprès du premier maître. Et celui qu'on vient de voir, Khyentse Rinpoché, j'ai passé 12 ans avec lui, jour pour jour. Ça signifie quoi? C'est une soumission? Ah, pas du tout. C'est le meilleur endroit où on puisse être parce qu'on apprend constamment, non seulement des enseignements qu'il donne, les textes tibétains auxquels on devient familier, mais surtout, si vous voulez, en 15 ans, j'ai jamais vu un moment où soupçonner une pensée ou vu une parole qui puisse nuire à quelqu'un. Je veux dire, ça peut paraître dire, bah, évidemment, mais évidemment pas, parce que qui pourrait dire ça de n'importe qui? Est-ce qu'il n'y a pas un soupçon de fanatisme là, même chez vous les bouddhistes, en théorie loin du fanatisme, croire vraiment qu'une personne puisse être idéale, est-ce que c'est pas illusoire? Alors, je dis toujours que je suis incapable de juger de la profondeur totale d'une personne. Mais malgré tout, vous passez 15 ans avec quelqu'un, et moi j'étais auprès de lui un peu comme... j'étais toujours à m'occuper de sa personne aussi. Si en 15 ans,
Vous servez le maître, hein? Oui, je servais parce que j'étais son disciple, et Ouais. qu'il était très âgé, qu'il avait besoin d'aide, il avait du mal à marcher. Donc, si vous voulez, il y a souvent des gens qui ont une façade et puis derrière, c'est pas très beau. Ouais. Mais c'est en 15 ans, dans tous les moments, avec un simple paysan ou avec un roi ou en présence du Dalai Lama, il est exactement les mêmes qualités humaines. Vous dites là, il y a quand même quelque chose qui est assez cohérent. Ce maître s'est réincarné dans votre croyance, hein, Oui. et on va voir une photo étonnante, vous l'avez prise, où il rencontre le Dalai Lama. J'aimerais que vous disiez quelques mots de cette photo. Donc le Dalai Lama, comme il avait beaucoup d'appréciation pour ce grand maître, avait souhaité étudier avec lui. Hein. Donc tous les ans, nous allions 15 jours environ auprès du Dalai Lama et Khyentse Rinpoché offrait des enseignements au Dalai Lama. Et puis donc là, il retrouve pour la première fois celui qui a été reconnu comme l'incarnation de son propre maître. Hum. Et donc j'étais là dans ce moment privilégié. On voit à la fois l'affection, puis aussi sans forme de respect, mais c'est un moment assez unique, évidemment. Comment vous croyez dans la réincarnation? Vous y croyez vraiment? Alors, c'est bien compliqué parce dans la culture européenne, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est comme de parler je sais pas, du vaudou ou des tables tournantes. En Orient, ça fait partie de la culture. Ouais. Alors, je crois qu'en tant que scientifique, on peut placer le débat très simplement, quelle est la nature de la conscience? Et ça, j'en discute constamment avec mes amis neuroscientifiques. On a fait des journées entières de discussion là-dessus avec les plus grands neuroscientifiques. Est-ce que la conscience est 100% limitée au cerveau ou pas? Et il y a un certain nombre d'éléments qui permettraient de déterminer ça. Donc c'est une discussion qui reste ouverte. Il est vrai que 95% des neuroscientifiques aujourd'hui pensent que tout peut s'expliquer par le cerveau. Mais quand même, la conscience précède toute chose. Vous ne pouvez même pas penser au cerveau sans déjà avoir une conscience. Donc c'est un problème compliqué du point de vue philosophique, du point de vue de ce qu'on appelle la phénoménologie. Et la question est loin d'être tranchée. La conscience est un des faits les plus troublants auxquels fait face la science aujourd'hui. Ce qui est frappant chez vous autres moines, c'est que vous riez souvent, hein. Vous avez l'air de bonne humeur. Ouais, au tout début de l'émission, mais comment ça va? Vous commencez par rire. Il y a une photo qui illustre ça, hein, ce côté joueur des moines. Je crois que vous êtes avec vos... Alors ça se passe où? C'est dans un voyage, hein? Alors nous avions fait à un moment donné des tournées de danse sacrée Ouais. et beaucoup de moi n'avaient jamais vu la mer. Donc je les ai emmenés à Dieppe, en France, au bord de... La photo extraordinaire, de la c'est Manche. c'est pas un montage, hein. Alors justement, je dis, ah, c'est bien comment vous avez fait ça, c'est un montage. Eh ben non, si c'était un montage, le premier qui saute à pieds joints, il serait champion olympique parce que 8 mètres à pieds joints, c'est pas mal. Ouais. Donc si vous voulez, s'il y a une danse où laquelle tous les moines devraient être ensemble, en fait, en l'air. Mais comme il y avait des galets, ils étaient un peu désynchronisés. Cette photo, c'est une diapo faite avec un appareil non automatique et c'est un coup de chance, on peut dire. Ouais. Il y a tout dans cette photo, hein. Il y a le côté joueur, il y a le sourire des moines, Oui, parce que oui. malgré toutes les frustrations, vous souriez, hein. Oui, parce que bon, ça c'est typique des Tibétains. Ouais. Et, je me rappelle, une fois, on était à traverser une rivière avec notre voiture, notre Jeep, on s'est embourbé de l'eau, il y avait de l'eau qui rentrait par les fenêtres, on était tous sur le toit à rigoler. Ouais. C'est vraiment différent, ça. On reparle à l'intérieur du Népal, la réaction des gens. Je crois que c'est parce qu'ils sont moins individualistes. Comment je me sens? Moi. Ouh, il Ouais. fait trop chaud, il fait trop froid. La suite de ces photos, une enfant, c'est une des photos que vous montrez le plus quand vous donnez des conférences. Elle est très belle, évidemment. Oui, elle symbolise Karuna. Karuna, ça veut dire compassion, c'est notre Ouais. association humanitaire. Je l'ai photographiée dans une cuisine, Hein. il y a une quinzaine d'années. Et je sais pas, cette transparence, cette présence, aucune barrière, elle est devenue un peu notre mascotte. Et alors, je l'ai retrouvée, cette petite fille, et je lui ai montré cette photo. Je lui ai dit, tu sais, maintenant, elle a 15 ans. Cette photo, elle fait le tour du monde. Elle m'a regardé, elle a complètement ahuri. Ça voulait strictement rien dire pour elle. Quelques photos du monde où vous êtes, c'est l'Himalaya, c'est très impressionnant, c'est très haut, des photos très belles. Là, une photo noir-blanc. Ça, c'est, je crois, la vue depuis votre ermitage, hein. Vous Oui, vivez. j'ai un bel ermitage à 3 heures de Katmandou. Je ne vous dirai pas où c'est mon seul endroit secret au monde. Vous êtes seul là-bas. Je suis seul dans mon ermitage, mais il y a quelques autres méditants qui sont dans des ermitages à droite, à gauche. Et ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est qu'il y a comme deux paysages superposés. Vous avez un paysage en bas avec des montagnes, un ciel, des nuages, puis pouf, ça recommence. Et vous avez des sommets là à 8000 mètres. Donc évidemment, quand vous y sortez au petit déjeuner le matin, c'est pas mal. Photo noir-blanc, photo couleur aussi. Alors, le paysage est magnifique, mais c'est très austère, hein. Vous vivez quoi? C'est comment votre ermitage? Oh ben, il fait 3 mètres sur 2,80 mètres. Ouais. Il n'y a pas de chauffage. J'ai un peu d'eau quand même. Enfin, vous savez, quand j'étais à Darjeeling pendant 7 ans dans un ermitage, j'avais ni chauffage, ni eau courante, ni électricité. C'est des moments les plus merveilleux de ma vie parce que j'étais auprès d'un maître, que j'étais tranquille, je pouvais me consacrer à la méditation.
c'est très relatif ce qu'on appelle le confort. Ouais. Quand je suis sur le balcon de mon ermitage face à l'Himalaya, si même une fée venait pour me dire fais 3 vœux, je sais pas, d'avoir une Ferrari, machin comme ça, rien, je ne peux rien souhaiter de plus que d'être là Ouais. si bien devant les montagnes. On peut enchaîner quelques photos sur cet univers himalayen. C'est très beau, c'est très attachant. C'est une vie très modeste. Simple. Vous savez, la vertu de la simplicité, ça, c'est des enfants dans une des nombreuses écoles que nous avons Que construites au vous Tibet. aidez. Mhm. Et donc, il y a la joie aussi d'étudier. Mhm. Ici, les enfants, des fois, on les traîne à l'école, ils sont là en pleurs, ah, je veux pas aller à l'école. Là-bas, c'est un tel privilège de pouvoir étudier. Oui. Le froid, la neige, la beauté des paysages. Vous dites la beauté du monde, ça compte beaucoup. C'est évidemment une esthétique extraordinaire. Même quand on est malade, on guérit plus vite quand on est entouré de beauté. Il y a des études qui le disent. Oui, il y a par exemple, dans des hôpitaux, si des gens ont une fenêtre qui donne sur un mur, et sinon une fenêtre qui donne sur un parc, on voit qu'ils ont besoin de 30% de moins d'analgésiques et que leur convalescence est raccourcie d'environ 20-30%. Et dans les prisons, les gens qui ont vu aussi sur des arbres, moins de violence, moins de maladies, etc. Enchaînons les photos. Donc ça, c'est un des lieux les plus sains. Hein, Oui, au Bhoutan, l'antre du Tigre. C'est un endroit assez extraordinaire, à 3000 mètres d'altitude, perché sur une falaise. Ça, c'était le 1er août au Tibet oriental, le jour le plus chaud de l'année. Et j'étais campé avec des Tibétains, et il a commencé à neiger. Ils ont dit, on va dormir dehors. Je dis, mais dormir dehors, pourquoi? Il y a une tente. Il dit, oui, mais c'est l'été. Et le matin, ils ont secoué la neige. Et alors, je me demandais ce que ça pouvait être l'hiver. On a l'impression que vous êtes sorti de certaines contraintes. Je vous demandais si vous avez froid parfois quand vous êtes comme ça. Là. Vous n'avez pas froid, hein? Non, j'ai pas froid, là, il fait chaud. Là. Oui, non, mais quand vous êtes là... Non, non, ça va. L'hiver, il fait moins 30. Donc là, je mettrais quand même quelque chose. Ouais. Et puis, vous parliez des visages. Un visage que vous avez photographié, c'est un des thèmes de votre livre, les dentés. Oui, alors c'est bien ça, parce que quand on dit, comme Plaute, l'homme est un loup pour l'homme, ou Freud disait, je ne me suis pas beaucoup interrogé sur la nature humaine, pour ce que j'en sais, c'est tous de la racaille. Quand on voit des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont tellement simples, tellement bons, je veux dire. Vous avez des coups de colère. Hein. Vous citiez Freud, mais je crois qu'il y a Lacan, il y a effectivement mais non, ce Jung. pas des coups de colère. Et tous ceux qui disent l'homme est naturellement mauvais, vous ils énervent. le disent comme ça, parce qu'en fait, il y a... Ils ne le disent pas comme ça tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Oui, hein. ils le pensent, mais il n'y a aucune étude, la moindre étude scientifique qui démontre que l'homme est universellement égoïste. C'est faux, donc je veux dire, c'est dommage. En tout cas, vous donnez la preuve de l'altruisme de manière très concrète. Hein. Tout le monde se souvient du tremblement de terre du Népal. Vous n'êtes pas un moine seulement théorique, vous êtes engagé de manière extrêmement active, massive. Ben là, il y a une solidarité extraordinaire des citoyens du monde. On a eu des dons du monde entier. Et je suis très heureux de pouvoir dire aujourd'hui qu'à bout de 3 mois, dont je vous le disais, nous avons aidé 210 000 personnes dans 540 villages. Et les aider, ce n'est pas seulement leur dire comment ça va, c'est entre 15 jours et 1 mois de nourriture pour chaque personne, des soins médicaux, des abris. Et maintenant, nous allons passer pour les 2 ou 3 années à venir, donc il faut continuer à nous aider, à des problèmes, des questions de reconstruction communautaire, réhabiliter des écoles, des projets agricoles, énergie solaire, santé, prévention du trafic des enfants et des femmes, parce que tous les trafiquants sont arrivés comme des vautours sur ces orphelins et ces femmes veuves. Et donc, on a un programme intégré qu'on va mener à bien pendant 2 ou 3 ans. Il y a un lieu commun qui dit ces gens, on a vu ça au Népal, hein, supportent mieux le malheur que les Occidentaux. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, ils n'aiment pas du tout qu'on dise dans mon pauvre. J'ai vu un petit vieux de 82 ans dans un village qui a passé 2 heures sous les décombres. Alors, j'étais chez lui, je lui prendre la main et tout. Il me regardait, mais qu'est-ce qu'il a? Celui-là a pleurniché. Une femme qui avait perdu presque toute sa famille, qui m'a dit, je ne veux pas rester à pleurer dans ma maison, je repars à cultiver les champs. Donc, il y a une forte résilience. Ils ne tombent pas dans la sentimentalité. Ben, ce n'est pas de l'indifférence, mais ils ont une sorte de... Ils savent qu'ils ont toujours affaire à beaucoup de tragédies et que c'est la force d'âme qui va les sauver. Il y a une force en vous, hein, Mathieu Ricard. Vous allez avoir 70 ans hein, dans quelques mois, 70 ans. C'est le moment de ralentir peut-être. Ah bon? Ben, je ne sais pas. Hein. Il y a une énergie scientifiquement testée. Hein. On vous met, c'est quoi, des électrodes sur la tête? Oui, je passais pas mal presque une centaine d'heures dans des IRM et de en tant que cobaye ambulant. Récemment, hein, à l'université de Liège, cela s'est fait. Le professeur, en l'occurrence, Stephen Loris, dit qu'il a rarement constaté une telle capacité à modifier son activité cérébrale. Ce sont ses mots. Alors, l'étude est en cours. Hein. Oui, elle est en cours. Mais ça veut dire quoi, la capacité à modifier? Si vous voulez, Stephen Loris est un grand spécialiste du coma. Il étudie différents niveaux de conscience entre l'état éveillé, le sommeil et différents états de coma. C'est le premier au monde qui a montré
qu'il y avait des comas profonds, donc les gens sortaient jamais. Ouais. Les gens qui étaient dans le coma et qui pourtant étaient parfaitement conscients, il peut le déterminer. Donc il voulait savoir si des méditants pouvaient moduler la clarté de leur niveau de conscience, d'un état complètement abruti à un état de parfaite lucidité. Donc c'est un peu ça qu'on étudie, on saura les résultats dans quelques mois. Ça amène à la méditation. Dieu sait si c'est à la mode, hein. L'invité précédent de l'émission, c'était Christine Lagarde, qui est pourtant loin du monde Oh. du détachement des affaires Je crois qu'elle fait terrestres. du yoga, non? Voilà, alors elle fait du yoga, elle fait de la méditation. C'est très à la mode. C'est bien d'après vous, cette mode? Alors, c'était formidable de faire de la pleine conscience dans le monde hospitalier, parce que les gens souffraient beaucoup du stress, à la fois les patients et le personnel soignant. Il faut se méfier un petit peu quand ça va être dans l'entreprise, parce que vous pouvez imaginer un psychopathe en pleine conscience ou un mercenaire en pleine conscience. Donc, je suis un fervent promoteur de la pleine conscience bienveillante, parce que là, vous ne pouvez pas essayer de méditer pour être plus efficace et d'être plus sans merci pour vos employés qui travaillent encore plus fort, encore plus vite. Tout le monde peut le faire. Mais bien sûr, ça, tout le monde a un esprit, il me semble. Ouais. On a affaire à notre esprit du matin au soir. Mais Il ça peut- s'entraîne. Évidemment, ça s'entraîne. Pourquoi ça ne s'entraînerait pas? On apprend à lire, à écrire, à jouer aux échecs. Si on ne pouvait pas entraîner notre attention, notre bienveillance et notre équilibre émotionnel, ça serait très bizarre, finalement. Vous méditez chaque jour, j'imagine? J'essaye, mais surtout, j'essaie surtout de me rattraper en faisant des retraites tous les ans pendant 2-3 mois l'hiver, justement, dans mon ermitage, ou auprès de ma chère mère qui a 92 ans, qui est en Dordogne. Ouais. Vous avez de bons gènes, apparemment, hein? Ben, on verra. Hein. Pour l'instant, j'en suis encore qu'à 70. Mathieu Ricard, votre livre, je le rappelle, Visage de paix, terre de sérénité, aux éditions de la Martinière. Dans les prochains mois, on parlera beaucoup de l'environnement. Vous parliez des beautés de la nature. L'écologie, la conscience écologique, c'est très important pour vous, hein? Quand j'ai fait ce bouquin sur l'altruisme, je n'avais pas l'intention du tout de faire un chapitre sur l'environnement. Mais je me suis dit, c'est complexe politiquement, économiquement, scientifiquement, mais en fin de compte, c'est une affaire d'altruisme ou d'égoïsme. Si on s'en fiche du sort des générations à venir, il n'y a pas de problème dans l'environnement. Donc c'est une affaire d'altruisme. Les vœux, on en fait beaucoup, hein, quand on embrasse une carrière de moine bouddhiste. Je crois qu'il y en a 253, c'est ça? Ne pas tuer, évidemment, ne pas mentir, ne pas exagérer. Oui. Quoi? Oh, il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est Comment est-ce qu'on gère les frustrations? Il y en a, j'imagine. frustration. Non, vous connaissez On pas a des frustrations quand l'idée d'essayer d'aider les autres ne fonctionne pas toujours. Si on vous met des bâtons dans les roues, si on ne surmonte pas les obstacles, alors si on se décourage aux premiers obstacles, ça ne marche pas, quoi. Vous avez choisi une vie hors norme. Quand vous allez dans les conférences, les aéroports, vous voyez les autres, ceux qui se marient, qui divorcent, ceux qui ont des enfants, qui vont au petit week-end à Barcelone. Vous avez eu des regrets parfois? Non, j'ai une appréciation immense d'avoir suffisamment tôt pris ma retraite à 26 ans pour pouvoir me consacrer à ce qui comptait vraiment, vraiment pour moi. Ce n'est pas un choix si difficile, parce que si vous passez un col, vous voyez une vallée encore plus belle que la précédente. J'ai rien rejeté, j'ai découvert quelque chose d'encore plus inspirant. Merci Mathieu Ricard.